Patrick Martin, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour conclure cette 4e édition du Family Business Forum. C'est à double titre que Philippe Mabille et moi allons vous interroger, bien sûr en votre qualité de président du MEDEF, et l'actualité politique, géopolitique et économique brûlante ne manque pas de prise. Mais vous êtes aussi aux commandes d'une ETI familiale, Martin Bélézou, riche de plusieurs générations, puisque votre aïeul l'a fondée en 1829 à Bourg-en-Bresse. Donc dans 5 ans, vous allez célébrer son bicentenaire. Le groupe est spécialisé dans la distribution de produits et de services dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Il a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de près d'1,2 milliard d'euros et emploie plus de 3000 salariés. Aujourd'hui, nous avons débattu de modernité avec le philosophe Étienne Klein, de financement d'Europe, d'époque, de transition, d'innovation. Et avec vous, nous allons mettre l'avenir immédiat et celui plus lointain des entreprises familiales en perspective des épreuves conjoncturelles, domestiques et internationales auxquelles elles sont confrontées. Mais bien sûr, d'abord un mot sur l'actualité. L'Assemblée nationale est en train d'étudier les 2 motions de censure, avec l'hypothèse fort probable que le gouvernement tombe. Tout à l'heure, en aparté, Étienne Klein me disait vivre, selon lui, une époque de fous, une époque dominée par l'irrationalité et l'irresponsabilité. Le moment politique que nous traversons vous inspire-t-il justement le même sentiment ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis, bonjour Philippe. Oui, on vit une période qui est très perturbante, à certains égards inquiétante, alors qui n'est pas spécifiquement française, hein, on en reparlera, mais qui prend, j'allais dire, une saveur particulière en France. Moi, j'étais frappé au moment des... Je ne sais pas si vous partagez cette analyse ou ce diagnostic. J'étais frappé au moment des élections européennes, puis des élections législatives, par la tournure qu'a pris le débat public. On se souvient tous que le leitmotiv qui s'entend, qui se comprend, c'était le pouvoir d'achat. Pour autant, y compris de la part de formations politiques qui se veulent proches des milieux économiques, à aucun moment, et on l'a fait mesurer, c'est assez facile maintenant, on en a fait mesurer l'occurrence, on a parlé d'innovation, on a parlé de compétitivité, on a parlé de croissance, on a parlé de compétences, on a parlé de formation. Et donc le débat, de manière assez violente d'ailleurs, hein, le débat politique a tourné autour des conséquences, mais pas des causes. Et donc, ça nous pose un vrai problème, et on le vit encore ces jours-ci, hein, et on le vit à l'instant même, hein, avec effectivement ces débats à l'Assemblée nationale sur la motion de censure. Et je crois que c'est notre responsabilité, c'est notre intérêt, moi je le dis sans aucun état d'âme, hein, de réintroduire de l'objectivité, de la rationalité économique dans le débat public, et par voie de conséquence dans le débat politique. C'est dans cet esprit que j'ai pris l'initiative au MEDEF, hein, de lancer un front économique. Alors il y a un esprit facétieux dans nos rangs qui a dit, mais c'est peut-être Philippe. Vous avez hésité avec Front Patronal. Voilà, qui a dit c'est le NFP, le nouveau Front Patronal versus le nouveau Front Populaire. Bon, c'est un peu malicieux, mais il y a un peu de ça. Et dans l'idée précisément, en nous adjoignant, je dirais, des économistes de premier plan, Gilles Berset, Philippe Aghion, etc., des think tanks, et puis des chefs d'entreprise emblématiques, de travailler à ce stade sur 7 thèmes qui vont du financement de la protection sociale jusqu'à l'innovation, pour que j'abrège, hein, pour que finalement, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne analyse, pour qu'on se mette dans la ligne des rapports l'État et Draghi qui finalement disent tout, c'est-à-dire disent tout du décrochage de l'Europe, du décrochage en bonne partie inconscient, et en particulier inconscient du côté d'un certain nombre de nos décideurs politiques. Il faut qu'on réoccupe ce champ. On va y revenir, Patrick, mais alors vous voyagez beaucoup en France, vous étiez à Clermont-Ferrand, je crois, hier. Vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise. Le Premier ministre, jusqu'à présent encore Premier ministre, s'est exprimé hier soir en parlant d'une situation très grave. On connaît la situation économique. Est-ce qu'elle est grave ou très grave? Est-ce qu'elle pourrait s'aggraver du fait de cette situation? Quel est le moral aujourd'hui des entrepreneurs que vous rencontrez? Est-ce qu'ils sont en colère? Est-ce qu'ils sont inquiets de cette instabilité qui est quand même... C'est vrai que ça existe dans d'autres pays autour de nous, mais pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Il n'y a pas eu de gouvernement qui a chuté depuis 1962. Et j'ajouterais, pardonnez-moi Patrick Martin, j'ajouterais, on se demande aujourd'hui comment piloter une entreprise quand on regarde l'ensemble des épreuves
En France, à l'international, bientôt Donald Trump à la tête des États-Unis, la COP29 qui s'est soldée par un résultat quand même extrêmement, tout à fait désolant, un niveau de déficit et de dette publique absolument abyssal. Comment fait-on aujourd'hui pour piloter une entreprise? Et ça complète justement le propos de Philippe. Alors, je voudrais commencer par dire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se tape la tête contre les murs, qu'il y a quelques signaux positifs quand même. Alors paradoxalement, ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée imminente de l'administration Trump, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on ne va plus pouvoir se dérober, l'Europe elle-même, enfin l'Union européenne, la France, au regard d'une nouvelle accentuation de l'intensité de la compétition internationale. On ne pourra plus parler pour ne rien dire, on ne pourra plus s'enfermer dans des rêves ou des illusions. Donc paradoxalement, je considère que c'est une bonne nouvelle. Ça va être très exigeant, mais j'insiste, on va devoir faire face. Il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que pas assez vite à mon goût, mais quand même, les taux d'intérêt de la BCE, les taux directeurs de la BCE baissent et vont baisser encore, en regard d'une inflation qui diminue et d'une activité en Europe, parce qu'il ne faut pas considérer que la France est le vilain petit canard de la couvée, qui se dégrade et qui se dégrade assez vite. Il y a une troisième bonne nouvelle, c'est que jusqu'au jour où, et ça n'est pas suffisamment perçu, peut-être par vous-même, il n'y a rien d'accablant dans mon propos, c'est que dans ce fracas, je dirais, politique, les partenaires sociaux font preuve de responsabilité. J'en veux pour preuve les 2 accords qu'on a signés il y a maintenant bientôt 3 semaines sur l'assurance chômage et sur les seniors, qui de fait signifient que les syndicats, en tout cas signataires, prennent acte des réformes précédentes, et Dieu sait s'ils les ont combattues. Et dans les entreprises, je suis très prudent en disant ça, mais ayons-le en tête, je parle des entreprises privées, on a un taux de conflictualité qui est historiquement extrêmement bas, qui est très inférieur à ce qu'on observe en Allemagne. Donc voilà, le pire n'est pas certain. Et enfin, c'est à la fois un bon et un mauvais signe. On a une épargne des ménages français qui est à un niveau record, 6 000 milliards. Donc il y a de la réserve, notamment pour, aussi vite que possible, autant que possible, relancer la consommation, dont on sait qu'elle représente 55% du PIB français. Donc voilà, il ne faut pas non plus que Mais néanmoins, on se résigne. Ce que vous observez, vous, quand vous parlez à des chefs d'entreprise, qu'est-ce qui vous... Alors, j'y viens. Non, il y a évidemment une inquiétude au regard de la situation économique qui, j'insiste, n'est pas que d'origine française et n'est pas que liée au contexte politique. Il y a une forme d'incompréhension progressivement à l'égard des politiques. Là aussi, il faut se garder de généraliser parce qu'on a encore des gens lucides et responsables parmi les politiques. C'est manifestement pas la majorité au sens arithmétique du terme. On ne va pas tarder à le vérifier dès ce jour. Et puis il y a ici et là une forme de colère. Pourquoi ? Parce que dans nos rangs, beaucoup considèrent qu'il y a une méconnaissance ou en tout cas un manque de prise en compte de beaucoup de politiques de ce qu'est la situation économique et progressivement sociale. Est-ce que cette instabilité est en train de fabriquer une crise dont on pourrait se passer? Est-ce que vous avez dit il y a quelque temps qu'on s'orientait vers un risque de récession? On voit bien que l'effet JO est en train de s'atténuer. Est-ce que là, cette forme d'instabilité, ça détruit de la confiance, de l'investissement étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aggraver la situation? Voilà, c'est un facteur aggravant. Moi, il y a un chiffre qui m'a glacé et qui ne se résume pas, j'insiste beaucoup là-dessus, à la seule situation politique française. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, il y a un indice PMI Market manufacturier qui est sorti il y a 3 jours maintenant et qui établit que les rentrées de commandes dans l'industrie au mois de novembre sont au niveau de mai 2020, en plein Covid. Si ce n'est pas un signal alarmant, je ne sais pas ce que c'est, quand on sait que par ailleurs le bâtiment continue à s'enfoncer. Donc c'est vrai que cet inconnu, qui ne sera pas dissipé avant plusieurs mois, quoi qu'il advienne sur le plan politique, cet inconnu s'agissant singulièrement du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui emporte beaucoup de décisions et de situations dans le quotidien des acteurs économiques, des entreprises en particulier, ben oui, ça crée une interrogation, une inquiétude, et au cas par cas, je le redis, une colère. Vous parlez beaucoup de responsabilité, et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de responsabilité parce qu'on sait que les patrons d'entreprises familiales ont justement une relation à la responsabilité qui est particulièrement aiguë. La situation que nous vivons aujourd'hui, ce soir même, elle a une origine, c'est le 9 juin, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les patrons ont-ils des raisons d'en vouloir au chef de l'État
et de considérer qu'il a fait un acte de, je ne dirais pas d'irresponsabilité, mais de non-responsabilité ce soir-là, et un acte dont on paye aujourd'hui le prix fort? Écoutez, on ne va pas, en tout cas moi je ne vais pas réécrire l'histoire et je n'oublie pas, enfin là aussi sous le contrôle de l'assistance, je n'oublie pas ce que Emmanuel Macron avait fait de bien pour l'économie, pour les entreprises auparavant, en matière de fiscalité, en matière de droit social et en termes d'attractivité et de rayonnement de la France. Donc il faut de temps en temps ne pas être dans l'ingratitude systématique. Après, il a pris cette décision qui, le connaissant un petit peu, relève du pari. Son pari a raté. Bon, une fois que j'ai dit ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous tourner vers l'avenir. D'abord le présent et l'avenir. Et c'est vrai que nos entreprises familiales, c'est pas par opposition à d'autres profils actionnariaux et managériaux. Hein. Nos entreprises familiales ont un sens du temps long qui les prédispose, je pense, mieux que d'autres à faire face à ces situations. Moi, à mon grand âge, j'ai quand même assez précisément encore le souvenir de crises antérieures qu'on a pu traverser en 1900, au début des années 90 ou en 2008-2009, qui étaient quand même des crises très sévères. Hein. Bon, il va y avoir de la casse. Il y a de la casse, y compris dans les entreprises familiales. Mais je pense que parfois de manière inconsciente, l'expérience que l'on a de ces situations nous prédispose peut-être mieux que d'autres à faire face à ces situations. Vous avez évoqué l'élection de Donald Trump qui, le 20 janvier, va faire son discours, sa prise de pouvoir. Il va dire ce qu'il va faire. Une des grandes interrogations, c'est de savoir s'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, notamment sur les tarifs. Est-ce qu'il va déclencher une guerre commerciale et jusqu'à quel point? Quelle sera la réaction de l'Europe? Quand vous observez ça, quand on voit effectivement tout ce que vous avez dit, visiblement, on commence à avoir des plans sociaux, une désindustrialisation, ça concerne toutes les entreprises, y compris familiales, mais on commence à avoir quelques manifestations, donc on part avec déjà une situation difficile, alors que les États-Unis sont, eux, plutôt en plein boom. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que nous devons faire, d'après vous, si jamais une telle situation se crée avec une intensité dont on ne sait pas encore effectivement jusqu'à quel point il ira au bout de ce qu'il a dit, mais on peut sans doute lui faire confiance on a vu ce qu'il a commencé à dire pour le Canada et le Mexique. Bon, alors nous, notre pronostic, c'est qu'il fera ce qu'il a dit. Alors, j'apporte une petite nuance, parce que ce qu'il a dit en définitive n'est que le prolongement, l'accélération et d'une certaine manière l'intensification de ce que ses prédécesseurs, y compris Biden, ont déjà fait. C'est assez ravageur, hein, pas pour les États-Unis, mais pour l'Europe, hein, ce que Biden a fait, mais j'insiste, dans le prolongement de ce que ses prédécesseurs, dont Trump d'ailleurs, avaient également mis en place. Hein. Alors je veux parler de quoi? Moi, je veux parler singulièrement de l'Inflation Reduction Act, qui est un aspirateur à investissement incroyable, alors pour les industriels, mais également pour les financiers. Les 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui partent chaque année aux États-Unis, c'est pas un geste politique, c'est pas l'expression d'une défiance à l'égard de l'Europe, c'est tout simplement, et c'est rationnel, la recherche de meilleure rentabilité. Le prix de l'énergie aux États-Unis reste incroyablement inférieur à celui auquel on accède en Europe, que ce soit sur l'électricité, sur le gaz. Le pétrole, c'est un peu moins vrai, parce que c'est vraiment un marché mondial. Et donc tout ça va s'intensifier encore, de la même manière que les barrières douanières vont encore augmenter. Alors à l'égard de la Chine, c'est déjà annoncé, mais à l'égard de l'Europe, c'est déjà annoncé aussi. Donc en regard, et c'est en ça que par provocation, je dis que c'est presque une opportunité pour nous, il va falloir qu'on se départisse de cette espèce de naïveté, singulièrement au niveau des institutions européennes. Mais que faire? Pardon. Oui. Donc moi j'ai réuni mes homologues italiens et allemands. Il y a eu une trilatérale récemment. On a fait habituellement, je dois en convenir, on fait des déclarations finales qui relèvent un peu de la diplomatie. Hein. C'est-à-dire c'est un filet d'eau tiède, hein, pour appeler les choses par leur nom. Patronat italien, patronat allemand et patronat français. Et là, on est tellement intimement convaincus, enfin on partage le même diagnostic, je rejoins tout à l'heure mon homologue polonais, il est sur la même longueur d'onde. D'une certaine manière, on a un peu tapé du poing sur la table en disant le Green Deal, c'est génial, on partage les intentions, les modalités, les calendriers, c'est horriblement dangereux. On le voit dans la filière automobile, hein. On le voit dans l'agriculture.
C'est-à-dire que vous attendez qu'il y ait des délais qui soient donnés par la Commission. CSRD ou CS3D, devoir de vigilance, on en partage les intentions générales, mais c'est une machine à disqualifier l'Europe au regard de la concurrence internationale. Donc calmez-vous un petit peu, soyez plus pragmatiques. Pas se tirer de balle dans le pied, quoi. Et voilà. Et alors, moi j'entends ce que nous a dit, puisqu'elle est intervenue lors de cette réunion trilatérale, la présidente du Parlement européen, ce qu'a dit entre-temps, notamment jeudi dernier, Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Il y a l'esquisse d'une amorce d'un début de prise de conscience. Mais après, c'est l'Europe, donc c'est lourd, c'est compliqué, des sensibilités diverses. Mais nous, on ne lâchera rien là-dessus. C'est l'Europe, effectivement, et la mandature américaine, c'est 4 ans, et ce n'est pas en 4 ans que l'Europe va faire son aggiornamento. Très concrètement, que peut-elle faire, justement, dans un délai aussi court? Mais je parle vraiment de manière concrète, et au-delà, justement, des grandes annonces. Il y a un certain nombre de chantiers en cours qu'il faut accélérer. Je pense en particulier à la remise à plat du market design, les règles de tarification de l'énergie à l'échelle européenne. Il y a des décisions, c'est le jargon européen, des décisions relevant de la taxonomie. Va-t-on ou pas enfin décider de financer en particulier le nucléaire? C'est pas acquis encore à ce jour, y compris du côté, et surtout du côté allemand, alors qu'ils importent par dizaines de milliards d'euros chaque année, dorénavant, de l'énergie nucléaire française. Bon, il faut qu'ils gèrent leurs propres contradictions. Je parle du gouvernement. Les patronats sont beaucoup plus lucides et pragmatiques. Et puis, je les évoquais à l'instant, il y a la directive CSRD et la directive devoir de vigilance. Alors, j'insiste, parce que quand le président du MEDEF dit ça, séance tenante, peut-être pas dans cette assistance, mais des esprits bien intentionnés ou moins bien intentionnés, ils disent « Ah, ben voilà, on a bien la démonstration que le patronat se fout de l'environnement, se fout des droits humains. » C'est absolument pas mon propos. Enfin, typiquement, les entreprises européennes, et singulièrement les entreprises françaises, sont en train de se replier d'Afrique, où on sait tous qu'en tout cas dans un certain nombre de secteurs et de pays, il y a des vraies opportunités économiques. Pourquoi se retirent-elles? Elles se retirent parce qu'en application du devoir de vigilance, elles savent qu'elles s'exposent à des sanctions, y compris pénales, y compris financières, colossales. Si on applique dans sa pureté cristalline la directive devoir de vigilance, on s'expose à des amendes de l'ordre, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ça calme, moi je suis incapable de dire, y compris pour ma propre entreprise, si mon sous-traitant de 3e rang dans le transport ou le nettoyage au Nigeria et en Angola respectera le devoir de vigilance. Je peux affirmer qu'il ne le respectera pas. Vous pouvez être à peu près sûr que votre concurrent américain ou chinois, en tout cas, n'aura pas les mêmes contraintes. C'est ça votre question. Qu'est-ce qui se passe? Séance tenante. Et moi, on a une alliance des patronats francophones qui ne se résume pas à la France-Afrique, ça n'existe plus. Mais quand même, on a beaucoup de patrons, très normalement, on a beaucoup de patronats africains, et notamment subsahariens, qui me disent avec une forme de dépit, mais vous vous imposez à vous-même de quitter l'Afrique, on le voit avec les banques notamment. Séance tenante, vous êtes remplacé par des Chinois, des Turcs, des Américains qui n'ont pas les mêmes scrupules que vous. Premier point. Et deuxième point, vous voulez nous imposer des standards néocolonialistes. Alors quand on entend ça, on rentre dans sa coquille, c'est épouvantable. On paie là, Patrick Martin, finalement, le délitement progressif de la gouvernance internationale. Peut-être qu'aujourd'hui, on manque de cette fameuse OMC. Peut-être qu'elle aurait pu jouer aujourd'hui un rôle dans cette régulation. Oui, disons que les Américains, les Chinois s'exonèrent totalement maintenant des règles de l'OMC. Mais quand même, on sait quand même de notre seul fait lier les pieds et les poings. J'insiste, je ne suis pas moins environnementaliste que vous, que qui que ce soit ici. Mais il y a une intensité de la concurrence internationale comme il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce qu'on fait ? On se replie sur nous-mêmes. Moi, j'entends ces débats extraordinaires sur les traités de libre-échange. Extraordinaires. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger un certain nombre de dispositions du traité Mercosur, mais enfin, les Américains vont, en bonne part, nous fermer leurs portes avec des droits de douane. Les Chinois, c'est moins explicite, encore que ça va l'être assez rapidement par mesure de rétorsion contre les dispositions qu'on a nous-mêmes prises et qu'on doit prendre pour l'automobile, vont nous fermer un certain nombre de marchés ou les rendre beaucoup moins accessibles. Donc si on ne peut plus ou beaucoup moins commercer avec les États-Unis, et derrière les États-Unis, c'est toute la zone ex-ALENA, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, donc y compris le Mexique et le Canada, si on peut moins travailler avec la Chine et qu'on s'interdit
de travailler avec le Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, moi je ne sais pas à quoi on va faire travailler les 20% de salariés français qui œuvrent pour l'exportation. Donc à un moment donné, il y a un principe de réalité qui doit s'imposer. Et mon propos, c'est de dire qu'il faut qu'on trouve un meilleur réglage dans les dispositions que l'Europe s'impose à elle-même, sans jamais perdre ses valeurs. Une question toujours sur l'Europe qui a été beaucoup reprochée à la vision, l'idéologie de l'Europe, c'est l'idéologie de la concurrence qui met le consommateur au premier rang. Beaucoup de fusions qui auraient pu avoir lieu ont été remises en cause. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises familiales qui sans doute se posent la question de comment grandir. Aujourd'hui en Europe, vous avez parlé de l'épargne. Derrière ça, il y a l'idée de l'union des marchés de capitaux. Est-ce qu'on pourrait avoir la même puissance financière? On a dit c'est plus difficile d'avoir du capital, de faire du capital en Europe que c'est le cas aux États-Unis. Pour ça, comme par ailleurs, ils subventionnent, tout le monde va se développer aux États-Unis, et tant mieux. Mais on n'a pas aujourd'hui la puissance suffisante en Europe pour pouvoir créer un vrai marché intégré. Est-ce que ce n'est pas un combat qu'il faudrait que vous meniez, de dire qu'il faut revoir, certains le disent, les règles de la concurrence, qu'il faut revoir les règles pour aller vers une union bancaire, une union des marchés de capitaux, de façon à ce que l'Europe, c'est un peu le Make Europe Great Again finalement, pendant du MAGA, qui permettrait à l'Europe de peser. Non, évidemment oui. Alors ça me vaut de souligner deux autres points très positifs, mais dont on ne tire pas parti. Il y a en Europe, dans l'Union européenne, une épargne surabondante, ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis. C'est en dette publique. Alors voilà, non, parce qu'on a des... Non, là, pour le coup, on le sait bien, et c'est très malheureux. La France devient chaque jour un peu plus atypique en Europe. Quand on voit comme l'Espagne, le Portugal ont redressé leurs finances publiques, en très peu de temps d'ailleurs, et sans que ce soit un bain de sang sur le plan social. Il faut désespérer de rien. Non, il y a des pays, en moyenne des cas, les pays européens respectent les critères budgétaires de Maastricht. Et donc il y a une épargne extrêmement abondante qui, effectivement, pour partie, d'ores et déjà à hauteur de 10 000 milliards d'euros, est placée aux États-Unis. Ça va aux États-Unis parce qu'il y a des subventions, mais ça va surtout aux États-Unis parce que, globalement, il y a une meilleure rentabilité. J'insiste là-dessus. Donc, on a cette épargne. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, il s'agit de la mobiliser. Mais pour la mobiliser, il faut qu'on réunisse les conditions de la compétitivité et de la performance économique, globalement. On revient toujours au même sujet. Alors ça passe aussi par des outils plus techniques, l'union des marchés de capitaux. Là aussi, on en parle depuis des années. Draghi a beaucoup insisté là-dessus. Oui, il faut passer à l'acte maintenant, mais ça ne réglera pas le problème intrinsèque de la performance de l'économie européenne. Et je finis sur ce point. Le roi dollar est plus que jamais le roi dollar, même si les Chinois font tout pour l'endiguer. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup et qui est un autre indicateur de ce décrochage de l'Europe, la part de marché de l'euro dans les transactions internationales a considérablement baissé. Elle ne représente plus que 26% des transactions internationales. Ben pour moi, c'est la traduction de cette forme finalement de désintérêt que le reste du monde a pour l'Europe, alors même que ça reste le premier marché mondial. Vous parlez de valeurs, vous parlez aussi de responsabilité. On a parlé aussi beaucoup aujourd'hui de la conscience de responsabilité en matière de RSE des entreprises et pas seulement des dirigeants, ce que j'évoquais tout à l'heure. Les entreprises en général et les entreprises familiales en particulier ont-elles, selon vous, un rôle à jouer dans l'apaisement des tensions sociales et de la polarisation politique dans la société ? Bon, là aussi, il faut se garder des généralités parce qu'il y a des exceptions partout. Mais ce n'est pas qu'elles ont un rôle à jouer, elles jouent un rôle dès à présent. Moi, je suis très impressionné par ça et ça me vaudra un autre commentaire, je suis très bavard. On fait beaucoup de choses, mais on fait beaucoup de choses à bas bruit. Parce que je ne sais pas si c'est judéo-chrétien, je ne sais pas si c'est de la pudeur, je ne sais pas, parce qu'on est bien élevé dans les entreprises familiales plus qu'ailleurs, puisqu'elles sont familiales. Mais souvent, on ne le fait pas suffisamment savoir. Alors, tous ces débats autour que je trouve un peu hypocrite parfois pour dire les choses sur la marque employeur fait qu'on se prévaut un peu plus aujourd'hui de ce que l'on fait de bien alors qu'on n'en fait pas forcément plus qu'hier. Mais oui, il faut aller plus loin encore en la matière et j'affirme que dans ce pays qui est chaque jour un peu plus fracturé, nos entreprises
sont peut-être avec les forces armées. C'est curieux de dire ça, mais ce n'est pas les mêmes volumétries en termes d'effectifs. Les armées, c'est 300 000 personnes. Nous, les entreprises familiales en France, c'est 16 millions de salariés. Eh bien, je pense que nous sommes un des derniers lieux pacifié, respectueux, où il y a de la considération. Ça n'exclut pas qu'il y ait des tensions, ça n'exclut pas au cas par cas qu'il y ait des conflits sociaux. Et dans cette affaire, oui, j'affirme que les entreprises familiales ont peut-être plus que d'autres un sens des responsabilités. Je finis, parce que j'ai prévenu que je serais long autant que je le sois. Il y a une chose qui est à la fois très satisfaisante et assez préoccupante. La cote de popularité des entreprises, la cote de confiance qu'ont nos concitoyens dans les entreprises, y compris les grandes dorénavant, n'a jamais été aussi élevée, à plus de 80%. Alors on peut s'en glorifier, on peut s'en honorer, je crois qu'on doit s'en honorer, en être assez fier. Mais enfin, ça fait peser sur nos épaules des responsabilités chaque jour un peu plus lourdes sur le plan bien sûr économique, social, mais dorénavant de plus en plus environnemental, sociétal. Enfin, à la fin, on va tout nous demander. Donc moi, je ne perds jamais de vue que non pas la raison d'être, mais l'impératif catégorique pour l'entreprise, y compris familiale, c'est quand même d'être performante sur le plan économique. Alors, une petite question qui fait lien entre les entreprises familiales, la politique et l'actualité de ce soir, et également l'Europe, parce que là, je vais parler d'un cas qui est un cas allemand. Au printemps, les entreprises familiales en Allemagne se sont regroupées pour faire entendre publiquement leur voix et condamner d'un point de vue moral, éthique et pas seulement économique, le péril de l'extrême droite avec l'AfD. C'est inenvisageable en France, ce type de mouvement? Alors, déjà, l'AfD est-elle le Rassemblement national? Première question. Deuxième, non, mais enfin, d'ailleurs, chaque jour conduit à s'interroger sur ce qu'est la réalité du Rassemblement national, qui est beaucoup plus protéiforme et divers qu'on veut bien le croire. Enfin, l'AfD, à certains égards, est ouvertement néo-nazie. Ouais. Franchement, pas celle qui siège au Bundestag, attention, et c'est pas celle non plus qui a pris la tête de la Thuringe. Dans certains länders, il y a des communications. Oui. Bon, je ne crois pas qu'on en soit là en France. Premier point. Deuxième point, en France, c'est un peu l'équilibre de la terreur, et on le vit ces heures-ci. Je ne vois pas d'extrême gauche allemande puissante. Donc c'est l'équilibre de la terreur. Bon, au-delà de ça, est-ce qu'il est de la responsabilité, parce que là je m'exprime en tant que quoi, président du MEDEF ou chef d'entreprise? Les deux. Bon. Est-ce qu'il est de la responsabilité d'une organisation professionnelle, syndicale ou patronale de s'exprimer sur le champ politique? Ça lui est arrivé. Oui, enfin ça lui arrive. C'était un peu plus facile. Parce que dénoncer une menace qui est totalement virtuelle, ça n'a pas les mêmes conséquences. Est-ce que vous n'exprimez pas simplement le fait qu'il y a parmi vos membres des gens qui ont voté Front National, plutôt Rassemblement National, aux dernières élections? Il y en a certainement moins au MEDEF que dans telle ou telle organisation syndicale. C'est documenté, ça a même été publié. Voilà. Néanmoins, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être de prendre parti. Non, mais je crois avoir pris parti. Je crois avoir pris parti. Pour souligner, parce que je pense que là, le MEDEF est légitime. Au nom de la cohérence économique. Et oui. Sur le programme économique, vous êtes prononcé. Bah oui. Pas sur d'autres votes. Mais non, mais moi, si vous avez bien regardé, je ne suis pas le pape, je ne suis pas une autorité morale. On vous prête tellement... Je suis déjà assez malfaisant dans ma fonction, si de surcroît il fallait que j'en exerce d'autres. Pour prolonger la question de... Non, mais ce débat, comment dire, il est très bien sur les estrades. Dans la vraie vie, nous, notre sujet, et c'est notre responsabilité, au-delà d'être notre sujet, c'est d'assumer nos responsabilités économiques et sociales. Pour prolonger justement... Moi, donc, je m'exprime, je l'ai fait, sur l'intérêt, l'acceptabilité, voire la dangerosité du programme économique de telle ou telle formation. Je l'ai fait. Bon, s'il faut que je le refasse, je le refais. Il y aura peut-être des élections plutôt qu'on ne le pense. Sur ce sujet, simplement, vous avez parlé du nouveau front économique, des travaux. Ce que vous voulez faire, c'est qu'il y ait une pédagogie, une compréhension des mécanismes, de le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça, on peut l'entendre, et c'est votre rôle très certainement. Vous avez parlé de la confiance
qu'ont les Français, le dernier sondage l'ont montré, à l'égard du monde de l'entreprise, qui traduit quelque chose d'assez fort, parce que de l'autre côté, il y a vraiment une défiance qui s'est aggravée à l'égard du système politique et du monde politique. Il y a également la démocratie sociale. Est-ce que le moment n'est pas venu, vous avez parlé des accords, pour vous de prendre une initiative avec les syndicats qui le voudraient bien, pour dire un petit peu une sorte de juste milieu, si on peut dire, c'est pas dur en même temps, mais dire un pays ne peut pas rester durablement dans la situation, au moment où la situation économique est quand même assez grave, et pourrait s'aggraver. Vous avez cité les États-Unis, la pression concurrentielle, États-Unis, Chine et ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous rassembler, vous, les syndicats, pour tenir des propos, peut-être qui, là où vous avez cette confiance finalement qui vous est accordée, c'est pas vous en demander trop, mais de traduire un message qui remettrait peut-être, j'allais dire, l'église au milieu du village, si je puis le dire ainsi. Est-ce que ce serait une contribution des acteurs de l'entreprise, justement, au grand débat de la revitalisation de notre démocratie? Oui, mais y compris les syndicats. Non, mais je vais être aussi incisif que vous deux. Hein. Entre les deux tours des élections législatives, on a signé 2 accords avec les syndicats. Un sur les accidents du travail, l'autre sur la revalorisation des indemnités de chômage. Ça n'a été, de chauffage le cas échéant, ça n'a été relevé par aucun média. Et ça se comprend parce que l'actualité politique, d'abord, intéresse beaucoup plus les auditeurs ou les lecteurs. Et puis il y avait une intensité de confrontation politique qui pouvait justifier que... Mais enfin, en attendant, c'est quand même très symptomatique. Entre les 2 tours des élections législatives, on a signé ces 2 accords. Je le redis, on a signé il y a 3 semaines 2 accords qui sont quand même, à la fois parce qu'ils existent et par leur contenu, qui ont une certaine portée. Qui a souligné ça? Bon, alors c'est pas pour me dérober à la question, c'est pour commencer par dire qu'on fait le job. On fait le job. Deuxième point, je le redis, je l'affirme, mes interlocuteurs au niveau confédéral dans les syndicats sont parfaitement conscients de l'état du pays, parfaitement conscients de sa fragilité, des fractures profondes qu'il traverse, mais y compris de la fragilité de l'économie. Je ne dirais pas la même chose de tous mes interlocuteurs politiques, où quand ils en sont conscients, ils disent c'est pas un sujet, on a d'autres priorités, ce qui est quand même assez désolant et assez inquiétant. J'en fais pas une généralité, j'insiste. Bon, partant de là, on se parle, on a une... C'est contre-intuitif hein, d'une certaine manière. D'abord, on a un respect mutuel, alors qu'on a des désaccords profonds sur un certain nombre de sujets, mais ce sont des désaccords objectifs, on en parle. Il arrive qu'on surmonte ces désaccords, mais en tout cas, ça se fait toujours de manière respectueuse. J'en veux pour preuve, c'est pas pour faire le malin que je dis ça, hein. Parce que finalement, à l'instant, je vis une épreuve beaucoup plus terrible. Pas de votre fête, de leur fête. Hein. Moi, je suis intervenu à la fête de l'humanité. Ça devait durer 1 heure, ça a duré 2 heures. Bon, c'est la première fois qu'un président du MEDEF intervenait à la fête de l'humanité. Alors, j'avais obtenu des assurances sur la qualité de l'accueil qui me serait réservé, sur les conditions de sécurité. Aussi chaleureux qu'ici. Eh ben, je peux vous dire que j'ai été... Les rares fois où l'assistance, qui n'était pas totalement acquise au MEDEF, enfin, bon, les rares fois où dans l'assistance, plusieurs milliers de personnes, il y a eu des, comment dit-on à l'Assemblée nationale, des mouvements dans la salle, hein, ou dans la, enfin bon, peu importe. Quand c'est pas Sophie Binet elle-même avec laquelle je me confrontais, c'est le journaliste qui nous interviewait, qui ont pris la parole, séance tenante, je ne sais pas si certains ont eu parce qu'ils s'ennuyaient vraiment, le loisir de regarder ce truc-là, ça ne mouffetait pas. C'était pour dire, monsieur ou madame, le président du MEDEF nous fait l'honneur de venir à la fête de l'humanité, nous le respectons. Bon, personne n'a pris un parti, pas plus pendant la séance que quand je suis sorti. Enfin, quand on est au milieu de 150 000 personnes qui viennent à la fête de l'humanité, s'il y a des mouvements de foule, vous ne résistez pas. Patrick, vous n'avez pas complètement répondu. Est-ce que vous pourriez prendre une initiative? Mais donc, mais tous les jours, on prend des initiatives et on prendra des initiatives. Une dont on parlerait dans les médias. Non, mais on est convenu. Alors,
Ça ne vous a pas échappé d'une organisation syndicale à l'autre. Il y a des cultures, il y a des histoires, il y a des convictions qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y a un certain nombre d'organisations syndicales avec lesquelles on va se pencher fondamentalement sur ce sujet fondamental qui est celui du financement de la protection sociale. On va le faire. Une question, Patrick, avant de passer le micro, justement, pour que l'auditoire puisse vous poser des questions. Une question d'actualité. Carlos Tavares vient d'être débarqué de la tête de Stellantis. Cette décision et surtout ses conséquences sont un immense défi pour la gouvernance et le management du groupe, à commencer par les familles Agnelli et Peugeot. Et plus qu'un défi, c'est même une première grande mise à l'épreuve de ce jeune mariage. Certains pensent que cette singularité familiale est un atout. D'autres pensent qu'au contraire, c'est un obstacle. Quel est votre point de vue, y compris vous qui avez une connaissance justement des arcanes familiales d'une entreprise justement familiale comme Stellantis, mais comme d'autres? Bon, ce n'est pas la première fois de l'histoire qu'un dirigeant, même emblématique, est remplacé. D'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs reprises chez Peugeot. Donc moi, j'ai pas de commentaires à faire, là-dessus. Hein. Ce que je comprends, c'est que les familles Peugeot et Agnelli sont parfaitement alignées, hein. Que l'État français, qui est quand même parmi les 3 premiers actionnaires à travers BPI, a totalement partagé cette décision. Donc moi, j'interprète pas ça comme des dissensions actionnariales. Alors, ça peut exister, les dissensions actionnariales, y compris dans les entreprises familiales, où elles prennent une saveur particulière, parce qu'il y a de l'affect. Voilà. Je pense pas que ça mette en péril. Je pense pas que ça mette en péril Stellantis. Mais c'est intéressant. Enfin, j'essaye d'être intéressant. Mais au-delà de ça, la situation, je pense, est intéressante parce que ce que je comprends de cette crise quand même à la tête de Stellantis, c'est que finalement l'essentiel du désaccord entre le CEO Carlos Tavares et les actionnaires familiaux, pour une bonne part, c'est assez symptomatique de ce qui peut distinguer une entreprise familiale d'une entreprise qui l'est moins ou qui ne l'est pas, c'est-à-dire un sujet d'horizon. Et que probablement, c'est en tout cas ce que je lis, probablement, Carlos Tavares a été désavoué parce que trop préoccupé par des performances, y compris boursières, de court terme. Et donc c'est assez sain d'une certaine manière. Merci Patrick de vous être livré à ce grill de questions de Denis et de moi et d'avoir été aussi sincère. Je sais que vous devez partir bientôt. On peut prendre 1 ou 2 questions si voilà. S'il y a un micro, on va prendre 1 ou 2 questions dans la salle, mais on va devoir vous libérer. On a abordé déjà beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'un micro peut être donné? Merci de vous présenter parce qu'on ne vous voit pas là avec la lumière. Pardon, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Il y avait question, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Pouvez-vous vous présenter avant? Pardon, Sylvia Gallardo, Cohesive Finance. Qu'est-ce que l'Europe peut faire face à l'élection de Donald Trump? Est-ce qu'une autre politique douanière pourrait aider, notamment en ce qui concerne le secteur tel que l'agriculture? Voilà. Les menaces de pratiques commerciales déloyales à l'importation, elles ne viennent pas tellement des États-Unis. Elles viennent de la Chine, sur l'acier, sur le photovoltaïque, sur l'automobile. Donc, faudrait-il riposter en quelque sorte à des mesures tarifaires américaines par d'autres mesures tarifaires en réaction? Je ne pense pas. On a quand même, ça aussi, c'est un point parce qu'on est français et que donc on traîne des déficits commerciaux abyssaux depuis plus de 20 ans, il ne faut pas oublier que l'Europe a un excédent commercial. Et quand on regarde l'excédent commercial en particulier de l'Allemagne à l'égard des États-Unis, n'a pas forcément intérêt à la guerre. Voilà, pas vraiment intérêt à la guerre. Donc je ne crois pas que le sujet vis-à-vis des États-Unis soit celui-là, ériger des barrières douanières en riposte aux barrières douanières que les Américains ont déjà mises en place et vont accentuer encore. Non, je crois que on a 2 sujets. C'est un peu réducteur, mais on a un sujet donc vis-à-vis de la Chine,
mais là aussi il faut être prudent, mais qu'on prenne des mesures temporaires pour que l'Europe enfin se réarme industriellement, réinvestisse sur sa compétitivité et sur l'innovation pour autant que possible rattraper les Chinois. Moi je pense qu'il y a des secteurs où c'est une vue de l'esprit d'essayer de rattraper les Chinois. Il faut des ruptures technologiques. Et puis à l'égard des États-Unis, on a le sujet, c'est un pur sujet de compétitivité. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Bonjour, je suis Laurence Beauvais, family officer, mais ma question est une question en tant que citoyenne. J'aimerais avoir votre avis sur votre perception du risque éventuel à venir sur les changements introduits par la crypto-monnaie dans les équilibres qui risquent d'impacter les entreprises et la souveraineté économique nationale. Alors, je suis un spécialiste de rien, et particulièrement pas un spécialiste des crypto-monnaies. Bon, les crypto-monnaies, je vais essayer de faire bonne figure. Il y a un enjeu de transparence, il y a un enjeu de souveraineté, et il y a un enjeu d'instabilité. Donc les travaux, là aussi trop lents, que mènent les banques centrales et singulièrement la BCE sur les crypto-monnaies, méritent eux aussi d'être accélérés. Je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Alors, ce n'est pas un débat sur les crypto-monnaies non plus cet après-midi. S'il n'y a pas de dernière question, tu as une question? Alors, est-ce qu'on peut te donner, tiens, un micro? Non, merci pour tous ces éclairages, un peu au pied levé, puisqu'on avait un thème aujourd'hui sur la Family Business Nation. Et une question, quelque part, est-ce qu'on pourrait faire de la Family Business Nation une forme de cause pour promouvoir la transmission et faire le lien entre un certain nombre de dispositifs, du TREI, mais autres aussi, préparation de la transmission, formation des jeunes, etc. Est-ce qu'il y aurait une manière de mettre ça en lumière, peut-être, pour en faire une cause nationale? On a quelqu'un dans l'équipe qui a parlé de peut-être lancer, après la French Fab et la French Tech, la French Fam, sur la French Family Business, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Patrick? J'en pense qu'il ne faut pas... il ne faut pas stigmatiser ou regretter le leitmotiv de la Startup Nation. Je viens de dire à l'instant qu'on avait besoin de rupture technologique, on a des startups extraordinaires et c'est dans l'ordre des choses, c'est darwinien qu'on régénère le tissu entrepreneurial. Donc ce n'est pas les uns contre les autres. Pour autant, ça peut être perçu, y compris par moi, comme un peu non pas méprisant, mais péjoratif, qu'on ne prenne pas mieux en compte dans le discours et dans les décisions publiques les entreprises déjà existantes, a fortiori les entreprises familiales. Implicitement, ça peut être interprété dans nos rangs, je parle des dirigeants d'entreprises familiales, comme nous ringardisant un petit peu. Non, on a bigrement besoin de ce tissu d'entreprise familiale et le cas échéant ancestral. Donc moi j'ai mis en place... j'ai remis en place au MEDEF une commission entrepreneuriat en disant bien oui, on s'occupe des startups, mais il faut s'occuper de tout le cycle de vie des entreprises, dont la transmission, sous une forme ou sous une autre, mais ça inclut par définition les transmissions familiales. On sait qu'on a une démographie patronale. On parle beaucoup de la démographie des agriculteurs, qui est très préoccupante. Mais les agriculteurs sont des entrepreneurs, à vrai dire. Mais quand on compare la démographie des entreprises, je dirais non agricoles, c'est à peu près la même. Et ça pose d'énormes défis, y compris d'aménagement du territoire, de déstabilisation de filières. Donc oui, il faut absolument qu'on donne un coup de projecteur, mais c'est un coup de projecteur durable, je ne sais pas si ça existe, sur nos entreprises familiales qui sont infiniment précieuses à la bonne marche du pays d'une manière générale, bien sûr son économie, mais je le redis, ces territoires qui sont, on en a parlé, déterminantes en matière de lien social et je dirais de paix civile dans notre pays. Et au-delà de ça, effectivement, il faut déjà préserver les dispositifs existants. Je peux vous dire,
je le fais ici, mais je me garde de le faire trop publiquement parce que miraculeusement, c'est un sujet qui n'est pas trop dans le débat public. Je peux vous dire qu'on s'est battu comme des chiens, pas que le MEDEF, mais quand même le MEDEF au premier chef, pour préserver le pacte Dutreil. On sait que, assez curieusement, il y avait des menaces sur le pacte Dutreil qui n'étaient pas d'origine politique, qui étaient d'origine administrative. C'était Bercy. Voilà, il voulait absolument corriger des effets d'aubaine qui, au cas par cas, existent, mais enfin qui sont vraiment pas la majorité et qui ne justifient pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. De la même manière qu'on s'est battu comme des chiens pour que l'ISF ne soit pas rétabli. Je pense que ça ne vous a pas échappé au Sénat, qui est une maison supposément tenue le week-end dernier. Sénat, majorité centre-droit. Hein. Le week-end dernier, il y a quand même un vote qui rétablissait de fait l'ISF. Enfin, on est dans un monde de fous. Donc, il faut qu'on soit attentif absolument à tout ça. Mais donc, oui, il faut sur le plan de l'accompagnement, du cadre réglementaire ou législatif, notamment fiscal, qu'on préserve ce qui existe, qu'on aille plus loin autant que possible. Et puis, on a tous, hein, et moi je suis très déterminé à ce qu'on avance avec vous, hein, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la sensibilisation des dirigeants, qui, on le sait tous, pour certains sont dans le déni, pour certains veulent absolument que le navire coule avec eux. En tout cas, c'est de la responsabilité d'un chef d'entreprise de préparer la transmission, j'insiste, sous une forme ou sous une autre. Et on sait, pour ceux qui pratiquent ça, que c'est un travail de longue haleine, que c'est de la dentelle fine, parce que oui, il y a du technique, oui, il y a du fiscal, oui, il y a du juridique, mais il y a aussi beaucoup d'individuel, d'affectif. Donc c'est un boulot passionnant, mais ça fait partie des responsabilités des chefs d'entreprise. Donc il faut qu'on en parle plus et qu'on aille plus loin. Il va falloir malheureusement, merci, qu'on se quitte. Merci à Patrick Martin. Merci à tous. Un dernier mot. Ouais, non, un dernier mot, parce que à toute chose malheur est bon. Les circonstances préoccupantes qu'on a évoquées longuement font que, oui, il y a une qualité de dialogue avec les partenaires sociaux, pourvu que ça dure. Je ferai tout pour que ça se concrétise et que ça dure, donc. Mais il y a un effet dont je me réjouis, parce que moi, je suis un boutiquier. Hein. Je n'ai jamais senti autant de cohésion et de solidarité dans les rangs patronaux. Et nous, on le mesure très concrètement pour ceux qui le percevront comme un message ou une invite. C'est un message ou une invite. On n'a jamais eu autant d'adhésion au MEDEF que ces derniers mois. À bon entendeur, salut. Merci.